Attention, l'enregistrement commence maintenant, tel que vous avez pu l'entendre. Alors, j'ai deux miroirs qui font 110 degrés l'un par rapport à l'autre. Et j'ai un rayon qui vient frapper le premier miroir avec un angle ici de 20 degrés. La question est la suivante. Quel sera l'angle de réfraction quand ça va sortir du miroir? Alors, on sait que la normale par rapport au premier miroir ici fait 90 degrés par rapport au miroir. Donc, si j'ai un angle de 20 degrés là, j'ai automatiquement un angle de 70 degrés ici. Comme l'angle d'incidence égale 70 degrés, bien, automatiquement, l'angle de réflexion doit lui aussi égaler 70 degrés. Je vais donc avoir là 70 degrés. Tu n'as pas besoin de rapporteur d'angle. Comme tu peux le voir dans le moment, tu n'as pas besoin de rapporteur d'angle. Comme c'est un angle droit, j'ai 20 degrés ici. Si cet angle-là fait 110 degrés et lui fait 20, par la somme des angles intérieurs d'un triangle, on sait que la somme des angles intérieurs d'un triangle doit donner 180 degrés. Si j'ai 110 degrés ici et 20 degrés là, je suis capable de trouver celle-là en faisant 180 degrés moins 110 degrés moins 20 degrés, ça égale 50 degrés. J'ai donc un angle ici de 50 degrés. Et au moment où ce rayon-là va venir frapper le miroir, j'ai une normale ici. Alors, qui est à 90 degrés par rapport au miroir, si donc cet angle-là est de 50, ben lui, automatiquement, doit être de 40 degrés. Et comme cet angle-là est de 40 degrés, ben l'angle de réflexion ici, l'angle final, doit être également de 40 degrés. C'est évident que dans cette situation-là, on fait la somme des angles intérieurs d'un triangle. Donc, quand tu as ces informations-là, tu n'as pas nécessairement besoin d'un rapporteur d'angle. Cependant, dans d'autres situations, ça se peut que tu aies besoin d'un rapporteur d'angle. Par exemple, dans la situation comme on avait où tu n'as pas les différents angles là ou ici, dans ce cas-là, tu dois absolument prendre ton rapporteur d'angle. C'est donc essentiel que tu aies un rapporteur d'angle à l'examen. Tu dois prendre ton rapporteur d'angle et mesurer l'angle ici, le rapporter là, etc., tel que vous avez appris en classe. Est-ce que ça va pour cette section-là? S'il n'y a pas de questions, je vais continuer vers un autre problème sur, encore une fois, le tracé des rayons sur lequel j'avais eu un petit peu de difficulté. Alors, on va regarder le concept ensemble. Vous avez une tête ici et vous voulez savoir l'arrière de la tête a l'air d'être à quelle distance par rapport aux yeux de la personne. Dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut calculer quelle distance parcourt le rayon. Dans votre problème, on vous disait que vous aviez 30 cm entre l'arrière de la tête et le premier miroir et 75 cm entre les yeux et le premier miroir, puis que la largeur de la tête, c'était 15 cm. Alors, quelle distance va parcourir le rayon pour se rendre jusqu'aux yeux? Bien, en premier lieu, le rayon va parcourir les 30 cm le rayon qui amène l'image de l'arrière de la tête va parcourir 30 cm pour se rendre jusqu'au miroir. Puis 30 cm pour revenir jusque-là, parce que son objectif, c'est de se rendre jusqu'aux yeux. Fait qu'il va faire 30 là, 30 là. Il va parcourir 15 cm pour dépasser la tête. Il va faire 75 cm pour se rendre jusqu'au miroir. Mais là, rendu là, il n'est qu'au miroir. Ma personne, elle n'a pas encore vu cette image-là parce que ça doit revenir à ses yeux et faire 75 cm. Le rayon, dans la réalité, il va parcourir 30, plus 30, plus 15,
plus 75 plus 75. Il va parcourir toute cette distance-là. Donc, dans les faits, j'ai oublié le chiffre que ça donnait. Je suis en train de le faire vite, vite en même temps. Ça donnait 225 centimètres. Et on a vu ce concept-là, merci M. Morin, on a vu ce concept-là à plusieurs moments quand même. C'est le même concept quand vous aviez, par exemple, le chat qui regardait dans un miroir ici. On disait que le chat était à 0,5 mètres, que le miroir était à 0,1 mètre d'une ligne sur laquelle se promenait une souris. Mais dans ce cas-là, quelle distance parcourt le rayon? Bien, le rayon parcourt 0,5 pour se rendre jusqu'au miroir et 1,5 pour revenir. Là, je sais qu'il y a des angles là-dedans, là, mais la distance minimale, c'est 0,5, 1,5. Il parcourt 1,5 mètres le rayon. C'est pour ça que c'est exactement la même chose, un chat qui regarde dans le miroir une souris, que un chat qui regarde une souris dans une fenêtre. C'est exactement la même chose parce que dans ce cas-ci, le rayon parcourt aussi 0,5 et aussi 1 là, donc il parcourt aussi 1,5 mètre. De là, la logique de c'est la même chose regarder dans un miroir que d'être de l'autre côté et regarder dans une fenêtre. Est-ce que ça va pour ce concept-là? Ou il y en a qui ont accroché à certains endroits plus spécifiques. Si je n'ai pas de questions, je vais avancer au numéro suivant. En Marvel Slimane, même si la souris n'est pas derrière le chat, c'est comme une fenêtre. Je peux faire ce numéro-là si vous le souhaitez. Je vais essayer de répondre à votre question en même temps. On avait un chat, et c'est ici la plus belle représentation possible d'un chat que je suis capable de faire. On avait un chat qui regardait un miroir de 1 mètre. Et on a un chat à 0,5 mètre du miroir et un miroir qui est à 1 mètre d'une ligne sur laquelle se déplace une souris. Et ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'où peut se rendre la souris si le chat regarde dans le miroir, donc a ce champ de vision-là. Jusqu'où la souris elle peut se rendre. On veut donc connaître la distance X ici. Mais c'est la même chose que si mon chat, à la place d'être où il est actuellement, il était ici et qu'il regardait, et donc il était à 0,5 mètres, soit la même distance que là, qu'il était à 0,5 mètres d'une fenêtre. Ça me donne deux triangles. Hein? Ce triangle-là, le triangle vert, donc de 0,5 mètres sur 1 mètre, et le triangle rouge, en fait, je vais le faire bleu, on va pouvoir le voir mieux, et le triangle bleu ici, de 1 mètre là et 0,5 mètre ici, donc de 1,5 mètre au total sur X. On arrive donc à la proportion 0,5 mètre sur 1 mètre est égal à 1,5 mètre sur X. On peut aller isoler X et trouver que X est égal à 3 mètres. J'espère, que ça répond à votre question. Alors, comme ça répond à sa question, on va aller faire le numéro
sur la source ponctuelle située à 15 cm d'une sphère de 6 cm. Parce que celle-là, ça a été plus difficile. Vous avez une sphère, donc, et ça, c'est la représentation de la sphère, selon moi. Une sphère de 6 cm de rayon. Vous avez une source ponctuelle qui est à 15 cm de la sphère. Et ce qu'on veut savoir, c'est l'air de l'ombre qui est ici. Soit dit en passant dans l'examen, et c'est spécifié sur le guide d'études. En fait, il n'est pas écrit sur le guide d'études que je vous demande de connaître les formules d'air et de périmètre, etc. d'un cercle, parce que je ne vous demanderai pas l'air et le périmètre d'un cercle. Cependant, on va quand même se permettre de faire l'exercice ici. On peut donc voir que la source s'illumine comme ça. J'ai donc une zone d'ombre, là, qui est ironiquement jaune. Vous avez donc ici 12 cm, parce que c'est 2 fois le rayon, c'est le diamètre. 12 cm de diamètre sur 15 cm. Mon triangle vert, c'est ça la mesure. Pour une ombre qui a un diamètre ici de X sur une hauteur de 75. Vous avez donc la proportion suivante. 12 cm sur 15 est égal à X sur 75. Et on arrive donc à un diamètre de X 60 cm. Donc un rayon de 30 cm. Et là, en faisant pi r carré, ben, vous pouvez aller trouver que pi fois 30 au carré est égal à 28,27 cm carré. C'est vraiment juste un problème, là aussi, de triangle semblable. Ce qui nous amène à parler un peu d'ombre et de pénombre pendant qu'on est là. Tu sais, pourquoi pas, tant qu'à faire une situation de problème. Vous avez une source ponctuelle qui émet des rayons. Les rayons vont aller par là et ça va vous donner une zone d'ombre. Vous remarquez, comme la source, elle est très petite. Comme la source, elle est très petite, il n'y a pas de rayons qui peuvent contourner l'obstacle et éclairer des endroits de l'ombre. C'est donc automatiquement de l'ombre. À l'inverse, si vous avez une source qui est plus grosse, donc une source étendue et non ponctuelle, et que vous avez un obstacle par rapport à celui-ci, par exemple celui-ci, bien dans ce cas-là, un écran là, les rayons peuvent partir du haut de la source et venir éclairer ici. Puis là, je vais utiliser des rayons verts pour qu'on puisse les différencier. Qui peuvent venir là. J'ai donc ici, là, une zone où les rayons jaunes sont bloqués par l'obstacle, mais où les rayons verts peuvent se rendre quand même. Cette zone-là ici, c'est une zone de pénombre. Au même titre, j'ai une zone là, où les rayons verts sont bloqués par l'obstacle, mais des rayons jaunes peuvent se rendre quand même. J'ai là aussi une zone de pénombre. Mais j'ai une zone ici, où les rayons jaunes et les rayons verts sont bloqués.
Cette zone-là, c'est donc de l'ombre. On peut donc voir que l'ombre peut être créée par une source étendue et non par une source ponctuelle. Il y a une exception à ça. Allons la voir immédiatement. Supposons une automobile le soir qui est éclairée par plusieurs sources ponctuelles, communément appelées des lampadaires. Alors, mes sources ponctuelles envoient des rayons dans toutes les directions. Ceux-là, on va les faire verts. Ceux-là, on va les faire rouges. Et ceux-là, on va les faire bleus. Alors, j'ai un endroit ici, cette zone-là, là, où il n'y a aucun rayon qui peut se rendre. Ça, c'est la zone d'ombre. Mais j'ai un endroit là où les rayons verts sont bloqués, mais des rayons jaunes peuvent se rendre quand même. J'aurais une zone ici de pénombre. J'aurais la même chose de l'autre côté. Les rayons rouges là sont bloqués par l'auto, mais des rayons bleus peuvent se rendre. J'aurais une zone ici de pénombre. Donc, ça peut être créé par une source étendue, mais ça peut aussi être créé par plusieurs sources ponctuelles mises ensemble. Est-ce que ça va pour ça? Je vais juste fermer ma caméra 30 secondes. Ce sera pas long. Je suis encore en ligne normale, vous devriez encore m'entendre. Seconde, parce que j'ai un exemple de ça. J'aimerais vous le montrer, mais pour ça, il faut que j'aille fouiller dans mes photos. Ah, je suis comme pas capable de sortir. C'est dommage, j'aurais été le faire. Oh, je l'ai. Attendez, 30 secondes. Alors, je vais pouvoir repartir ma caméra. Vous avez cette situation-là juste ici. Alors, vous avez en dessous de l'auto, là, notamment, puis en dessous de l'auto, une zone d'ombre. On voit ici de la pénombre de différents niveaux. Il y en a qu'il y a beaucoup plus de rayons qui sont bloqués, d'autres un peu moins, et d'autres très, très, très peu, et d'autres très, 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 très peu de rayons qui sont bloqués. Alors, mademoiselle Andéou, le numéro 10 du formatif, ça va me faire plaisir d'aller le faire, parlant d'ombre et de pénombre. Je m'excuse, ça va être une esquisse, ça sera sûrement pas aussi beau que ce l'était dans le formatif. Vous avez une lumière ici qui émet des rayons dans toutes les directions. Et on veut savoir quelles seront les ondes d'ombre et de pénombre. Vous avez donc des rayons qui vont partir ici, qui vont rebondir selon la normale, comme ça, et comme ça. Là, évidemment, dans le meilleur des mondes, vous êtes plus précis que ça. Moi, c'est vraiment pas terrible.
Bref, à peu près. Attendez, je recommence ça. Je ne suis pas très fier de moi. OK, alors, les rayons qui partent. Boum, qui rebondissent. Rebondissent. Donc, ils sont bloqués ici, qui crée une zone d'ombre là. Mais est-ce vraiment de l'ombre? Allons la voir en détail. Parce qu'il y a aussi des rayons qui partent et qui vont directement par là. Alors, on a des rayons, tous les rayons qui se rendent à cet endroit-là, qui voudraient se rendre à cet endroit-là, en fait, sont bloqués. J'ai donc une zone d'ombre ici, mais j'aurais une zone de pénombre, juste là, et une zone de pénombre, juste ici, parce que certains rayons sont bloqués, les rayons qui proviennent de là sont bloqués, pénombre, et même chose pour ici, ces rayons-là sont bloqués, pénombre, mais ils peuvent quand même être éclairés selon d'autres axes. Par exemple, cet axe-là, ou cet axe-là. C'est pour ça que c'est la pénombre. Est-ce que ça va pour ce numéro-là? J'en avais un autre qui avait été plus ou moins bien réussi. Avant d'aller faire les rotations des miroirs plans, on va aller faire le pot de fleurs qui a été réussi à 72%. Alors, le pot de fleurs, c'était la situation suivante. Une petite fille est debout à 4 mètres devant un miroir plat. Vous avez donc un miroir plat. Et une petite fille qui est à 4 mètres debout devant le miroir. Il y a un pot de fleurs qui est situé à 2 mètres derrière elle. À quelle distance lui semble le pot de fleurs si elle regarde le miroir? Alors, à 2 mètres. Alors, à quelle distance lui semble le pot de fleurs? Alors, l'image du pot de fleurs, le rayon qui amène l'image du pot de fleurs, parcourt 2 mètres pour se rendre jusqu'au dos de la petite fille, plus 4, donc 2 mètres, plus 4 mètres pour se rendre jusqu'au miroir, puis 4 mètres pour revenir à son œil. Donc, au total, le rayon parcourt 4 mètres plus 4 mètres plus 2 mètres. Le pot de fleurs lui semble à 10 mètres. Si on regarde ça d'une autre manière, à la place d'être une petite fille qui regarde dans un miroir, imaginons que c'est une petite fille qui est située à 4 mètres d'une fenêtre et qui regarde un pot de fleurs qui, lui, est à 6 mètres de la fenêtre. Parce que c'est ça la réalité. Hein? Le pot de fleurs, il est à 6 mètres du miroir. C'est quoi la distance du pot de fleurs? Ben là, ça semble une évidence. 4 mètres, 4 mètres, 2 mètres. C'est exactement le même concept qu'en haut. Si on revient un peu à ce qu'on faisait tantôt. On va aller parler un peu de rotation des miroirs plans parce que ça a vraiment été un peu plus difficile. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre, s'il vous plaît. Alors, rotation des miroirs plans. On a déjà vu ce concept-là. Vous avez un miroir plat et un rayon incident qui frappe le miroir plat, supposons, avec un angle de 20 degrés par rapport à la normale. Yasmine, je vais revenir à ta question tout de suite après. Ça va très bien. Alors, 20 degrés par rapport à la normale, j'ai donc 20 degrés par rapport au rayon réfléchi, donc au total 40 degrés entre les deux rayons. Supposons maintenant que, ça c'est mon ancien miroir, supposons maintenant que je tourne mon miroir de 1 degré.
Alors, je tourne mon miroir de 1 degré. Ça, c'était mon ancienne normale. Donc, avant, mon rayon réfléchi faisait un angle, mon rayon incident faisait un angle de 20 degrés avec mon ancienne normale. Mais comme mon miroir a tourné de 1 degré, ma normale aussi a tourné de 1 degré. Mon rayon incident a donc un angle de 21 degrés par rapport à la nouvelle normale. Automatiquement, comme l'angle incident est 21 degrés, l'angle réfléchi doit lui aussi être de 21 degrés. Ce qui fait que maintenant, comme on peut le voir, l'angle entre les deux rayons est maintenant de 42 degrés. On peut voir qu'avant, j'avais 40. Maintenant, j'ai 42. Mais j'ai juste tourné de 1 degré. En fait, à chaque fois que vous tournez le miroir de 1 degré, automatiquement, ça déplace le rayon réfléchi de 2 degrés. Ce que ça donne, ça, dans le problème que vous aviez, sur le formatif 1, vous aviez la situation suivante. Je vais refaire en noir ma situation initiale. J'avais un rayon qui venait frapper le miroir ici avec un angle de 40 degrés. La normale, elle est ici. Le point X est là. Donc, automatiquement, ton angle d'incidence est 50 degrés. Je vais donc avoir un angle de réflexion de 50 degrés également. Monsieur Morin, Yasmine, Monsieur Morin t'a répondu. Puis comme il dit que c'est pas clair, je vais peut-être faire une image après juste pour le représenter. Maintenant, ce que je veux, c'est que si ça, c'était mon ancien miroir, je veux que mon nouveau miroir soit placé de façon à ce que le rayon qui avait avant un angle de 40 degrés par rapport au miroir, maintenant fasse rebondir le rayon sur l'ancienne normale. En fait, sur le point X, là où était l'ancienne normale. Je dois donc avoir ici un angle de 50 degrés parce que c'est ça que j'avais là entre le rayon et l'ancienne normale. J'avais un angle de 50 degrés entre le rayon et l'ancienne normale. J'ai encore un angle de 50 degrés entre le rayon et l'ancienne normale. Sauf que sur l'ancienne normale, j'ai maintenant mon rayon réfléchi. Je dois donc avoir ma nouvelle normale qui est là, pile entre les deux, donc automatiquement à 25 degrés ici et à 25 degrés là. Mon miroir va tourner de combien? De 25 degrés. J'ai perdu 50 degrés. Avant, là, j'avais ce 50 degrés-là. Mon rayon était ici, c'est déplacé de 50 degrés pour venir ici. Normal, parce que j'ai tourné de 25 degrés. Ah bon, Yasmine, M. Morin a été capable de l'expliquer en mots. C'est une excellente nouvelle. Alors, rotation des miroirs plans. C'était ça. Et finalement, un petit numéro d'Arbus. Et c'est le dernier numéro que j'avais prévu, c'est que gênez-vous pas si vous avez des problèmes supplémentaires ou des questions sur certaines affaires en particulier, de m'en faire part. Ça va me faire plaisir de répondre à des questions ou de faire des numéros, que ce soit dans l'Exit Ticket, dans le formatif ou ailleurs. Donc, une petite source lumineuse ici. OK. Mademoiselle Boutwilly, je reviens ici, répondre à votre question. Alors, on sait qu'il y a un angle de 50 degrés entre le rayon et l'ancienne normale. On veut donc que notre miroir soit placé de façon à ce que, et ça, ici, c'était mon ancien miroir. Mon ancien miroir avec mon ancienne normale. On veut que notre rayon
réfléchie passe sur l'ancienne normale. Si j'avais 50 degrés entre mon rayon et l'ancienne normale, maintenant j'ai 50 degrés entre mon rayon incident et mon rayon réfléchi. Forcément, comme il passe sur l'ancienne normale, puis que sur l'ancienne normale, c'est 50. Fait ici, entre les deux rayons, j'ai un angle de 50 degrés. Comme la normale passe, la nouvelle normale passe exactement au milieu pour avoir 25 ici et 25 là, comme la normale passe exactement au milieu, ben ma normale a dû tourner de cet angle-là, soit 25 degrés. Est-ce que ça t'aide un petit peu? Dans ce temps-là, je vais aller faire le dessin en attendant que tu répondes. Bonne nouvelle. Alors, j'ai une source lumineuse qui est devant un mur. La source lumineuse projette l'ombre d'un arbuste sur le mur. J'ai donc un arbuste. Tous mes talents artistiques passent à cet endroit-là. J'ai donc un arbuste et il va y avoir l'ombre de l'arbuste qui est juste là. L'arbuste et la source sont respectivement à 4 et à 17 mètres du mur. J'ai donc l'arbuste à 4 mètres du mur et la source à 17 mètres du mur. Vous remarquez que mon schéma n'est pas à l'échelle. L'ombre mesure ici 5 mètres. Alors, la question, c'est quelle est la hauteur de l'arbuste? J'ai deux triangles. Hein? J'ai ce triangle-là en bleu et j'ai ce triangle-là en rouge. Le triangle rouge, c'est un triangle de 13 mètres sur la hauteur de l'arbuste qu'on ne connaît pas, X. Et mon triangle bleu, c'est un triangle de 17 mètres sur une hauteur de 5 mètres. Ben, je peux donc aller faire 5 mètres sur 17 mètres est égal à X sur 13 mètres et trouver que la hauteur de mon arbuste est de 3,82 mètres. Encore une fois, c'est une histoire de triangle semblable. Alors moi, ça fait pas mal le tour. J'ai pas fait de couleurs parce qu'en général, les questions sur les couleurs ont été extrêmement bien réussies. J'ai pas fait de couleurs. S'il y a des questions supplémentaires, vous avez accroché à différents endroits, ça va me faire plus que plaisir de répondre à vos questions. Sinon, je vais vous remercier de votre participation. Merci, M. Morin, de votre aide aujourd'hui. Mademoiselle Bouchard, peut-être dans l'informatif, le numéro 7 avec les deux miroirs. La tête du monsieur, tu veux dire? Je l'ai fait tantôt, là, mais ça va me faire plaisir de le refaire si tu veux que je le refasse. Et Mademoiselle le numéro 8 du cahier blanc, ça s'en vient tout de suite après la réponse pour Mademoiselle Bouchard. Dans pas long, vous allez avoir une petite équipe privée. Alors, vous avez
J'avais fait quelque chose tantôt. J'avais fait de l'art. J'avais reproduit la tête du monsieur. J'ai fait. Alors, on veut savoir à quelle distance a l'air d'être la tête du monsieur. Alors, le rayon qui va amener l'image jusqu'à l'œil du monsieur va faire le chemin suivant. Il va partir de l'arrière de la tête, il va aller rebondir sur le miroir. Ce faisant, il va faire 30 cm. Ensuite, il va rebondir, puis il va se rendre jusqu'à l'arrière de la tête. Il va faire 30 cm. Il va dépasser la tête, 15 cm. Il va se rendre jusqu'au miroir, 75 cm. Mais là, il n'est pas rendu à l'œil encore. Il est juste au miroir. Le monsieur, il ne voit toujours pas. Parce que pour le voir, il faut que ça revienne jusqu'à son œil, 75 cm. Je vais donc avoir un rayon qui va faire 30, plus 30, plus 15, plus 75, plus 75, qui va parcourir 225 cm. Est-ce que sa tête, en ce temps-là, je vais aller chercher le numéro 8 du cahier blanc pour mademoiselle André. Ça me fait plaisir. OK, numéro 8 du cahier blanc. À quelle distance d'un mur haut de 36 mètres faut-il placer un miroir plat sur un sol horizontal pour qu'une personne située à 3 mètres du mur puisse en voir le sommet? Les yeux de la personne sont à 1,6 mètres du sol. Alors, on a une personne ici qui est à 1,6 mètres du sol. On a un mur qui est à 3 mètres de la personne et le mur fait 36 mètres de haut. À quelle distance de la personne, non, excusez, à quelle distance du mur, donc ici, à quelle distance du mur est-ce qu'il faut placer le miroir? Là, automatiquement, regardez bien, je vais faire ça comme ça. Ça, c'est 3 mètres. Jusqu'au miroir, c'est X. Alors, automatiquement, ça ici, ça devient 3 moins X. Et ça, c'est quand même important de comprendre cette notion-là. 2 petites secondes, parce que là, je ne l'ai pas mis à une place intelligente. C'est pas ça que je voulais faire. OK. Alors, 2 secondes. Je vais repasser ici. En fait, je vais l'effacer. Alors, on a ici ça, c'est 3 moins X. On a 2 triangles. Hein? Cette situation-là, là, c'est exactement comme si, ça fait ça comme ça, comme si la personne regardait le miroir puis allait voir le sommet. Mais c'est pareil comme si à la place, il était de l'autre côté et qu'il regardait dans une très petite fenêtre. Tu as donc 2 miroirs. Ce miroir-là ici, qui est de X, celui-là, qui est de X sur 36, et celui-là, qui est de 3
sur cette distance-là ici, qui est de 36, tandis que ça, c'est 1,6 mètres, donc 37,6 mètres. Ça, donc, 3 sur 37,6 est égal à x sur 36. Et tu arrives à x est égal à 2,87. Est-ce que, Mademoiselle Andriou, ça répond à votre question? Si oui, Mademoiselle Wanden, je vais reporter un petit peu votre question. Je ne dis pas que je ne le ferai pas, je vais juste répondre à Mademoiselle Drouin et à Mademoiselle Slimane. Après ça, je vais aller faire Sine Costam si vous le souhaitez. J'imagine que vous le souhaitez. Alors, un autre problème de rotation de miroir blanc, Mademoiselle Drouin, ça va me faire plaisir. Vous avez un miroir et un rayon qui frappe le miroir avec un angle de 15 degrés. La question, si je tourne le miroir de 7 degrés, quel sera l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi? Alors, si je tourne, là, j'ai pas été gentil parce que j'ai fait la même couleur, ça, je vais le faire en rouge. Si je tourne mon miroir de 7 degrés, ça veut aussi dire que j'ai tourné ma normale de 7 degrés. Maintenant, l'angle entre mon rayon incident et ma nouvelle normale est donc de 15 degrés plus 7 degrés, 22 degrés. Ça veut donc dire que l'angle entre ma nouvelle normale et mon rayon réfléchi est lui aussi égal de 22 degrés. Quel sera l'angle entre les deux? 22 degrés plus 22 degrés, 44 degrés. Non, malheureusement, le rayon incident ne bouge jamais, sinon ça vraiment compliquerait la chose nettement. Puis je suis pas méchant. Je suis méchant, mais nettement pas à ce point-là. Alors, je m'en vais sortir, Mme Slimane, le numéro 4. Le numéro 4 duquel, pour le fun? Les miroirs, l'ombre ou le miroir blanc? Parfait. Donnez-moi une seconde, ce sera pas très long. Numéro 4, miroir plein. Aïe, aïe. Okay. C'est vraiment, je venais vraiment pas à aller jusqu'au sextant. Si jamais vous avez la difficulté, c'est vraiment pas nécessaire dans le moment, mais on peut le faire quand même. J'ai à fabriquer un sextant afin de mesurer l'angle d'élévation des astres. En voici un schéma. Un sextant est formé de deux petits miroirs M, celui du haut pouvant être orienté manuellement. Lors de visite préliminaire, Juliette a mesuré l'angle d'élévation du soleil présenté par la lettre A. Alors, si je fais la situation, vous avez le soleil. Que je pourrais faire en jaune. Le soleil qui vient frapper un miroir comme ça, qui lui vient frapper un autre miroir comme ça. Parfait. Alors ça c'est 0, ça c'est 20, ça c'est 60 degrés. Et il y a 60 degrés quand c'est à 0.
Oh. Fait. Et j'ai l'angle du soleil qui est là. Là, j'essaierai de le faire rapidement en même temps. OK. Alors, si je me rappelle bien, ça ici, c'est 20. Vous avez donc un miroir avec cet angle-là ici de 20 degrés. Ouais. Fait que vous avez cet angle-là ici. Si ça, c'est 60, ça, c'est 20. Vous avez 80, donc un angle ici de, si tu veux, non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. J'ai un blanc de celle-là, mais c'est pas pour rien que je ne l'avais pas donné celle-là, parce qu'il y a quand même une petite coche, quand je dis une petite coche, là, c'est une solide coche de plus. Euh, non, j'ai un blanc, moi, c'est mal. Je vais y penser, puis je vais vous envoyer une vidéo. Je l'ai de fait en quelque part, mais tant qu'à le faire vite, vite sur le fly, je vais juste transférer directement la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans. Mademoiselle Waden, Finn Costan. Alors, vous avez Finn Costan, là, petit rappel, c'est sur les triangles rectangles. Alors, supposons qu'on veut connaître cet angle-là. Et c'est 3 fois le même. Et je vous donne la mesure. Exemple, que je vous donne la mesure ici, 2 puis 4. Vous voulez connaître cet angle-là. Donc, vous avez l'angle opposé et l'hypoténuse. Vous avez opposé et hypoténuse. Dans ce temps-là, vous utilisez sin dans so, ka, toi. Vous utilisez cette section-là, donc sin. Ça donne donc sin de l'angle est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, dans notre cas, sin de l'angle est égal à 2 sur 4. Donc, l'angle est égal à sin moins 1, qui est une opération qu'il y a sur votre calculatrice. Sin moins 1 de 2 sur 4, c'est 0,5. Si vous pitonnez sin moins 1 de 0,5, ça va vous donner un angle de 30 degrés. À l'inverse, si je vous donne 4 ici, puis là, ce sera évidemment pas le même angle, même si c'est des angles qui se ressemblent à la réalité, ce ne sera pas le même. Je vous donne ça, puis je vous demande encore le même angle. Mais dans ce cas-là, tu as le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc, adjacent et hypoténuse, tu vas utiliser cos. Cos de ton angle est égal à adjacent sur hypoténuse. Dans notre cas, cos de l'angle est égal à 3 sur 4. Donc, l'angle est égal à cos moins 1 de 0,75 et je n'en ai aucune idée par cœur. Je vais donc aller le pitonner. On aurait un angle de 41,41 degrés. Bon, il n'y a pas l'air de ça, mais c'est pas très grave. Et finalement, en bleu, vous voulez cet angle-là et vous avez, et là, je vais le faire, ça sera pas long.
Vous avez ici un côté de 1,73 et ici un côté de 3. Fait que vous avez opposé et adjacent. Vous avez donc tan de l'angle est égal à 3 opposé adjacent. Donc, 1,73 sur 3. Donc, θ est égal à tan moins 1 de 1,73 sur 3. J'en ai aucune idée par contre, je vais le laisser comme ça. Et ça vous donne un angle de θ égal 30 degrés. C'est ça qu'il faut que vous soyez capable de faire pour l'examen. Mademoiselle Andréou, je suis rendu à vous. Mademoiselle Andréou, ça ne change rien dans les faits. Vous auriez pu utiliser la technique de la fenêtre également au numéro 7. Je m'explique. Vous voulez regarder un objet ici, puis vous, dans ce cas-ci, l'arrière de la tête, puis vous êtes là. Vous avez un miroir là et un miroir là. Ben, c'est exactement la même chose que si, à la place d'être là, l'objet il était ici et vous étiez là et que vous regardiez au